scalpel. Règles. Non, les autres règles. Merci. Ok. Éponge. Ah bon sang. Bon sang, on est en train de le perdre. Vite. Passez-moi le scotch. Ouf. Le masque. C'est bon. Il est revenu parmi nous. Bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Coucou Alex. Salut, salut. Toujours pas d'Antoine, mais normalement il revient la semaine prochaine. Ouais, on espère en tout cas. Sinon, comme vous l'avez vu dans cette magnifique intervention médico-ludique, eh bien, Turing Machine est de retour. On l'attendait depuis janvier. Oui, mes chers amis, janvier, il était annoncé, puis février, puis mars. Et c'était pas loin de passer en avril, mais c'est bon, 31 mars, il est officiellement de retour. Le jeu sensation, ovni ludique et un peu matheux, qui a été nommé à l'As d'Or Initié, qui ne l'a pas gagné malheureusement, mais qu'il aurait bien mérité aussi. Donc voilà, c'était le retour de Turing Machine. Autre information, nous avons une magnifique offre de pack pour les jeux enfants, 5 € tout de suite d'offert sur une sélection de jeux. Alors là on en voit un tout petit exemplaire, enfin un tout petit échantillon, mais il y a aussi Attrape-Rêve, Attrape-Monstre, Unlock, Kids bien évidemment, et plein d'autres. Catan aussi mon premier, et Aventurier du Rail, voilà, ils étaient là. Bref, il y en a plein, c'est jusqu'au 8 avril, qui est normalement la semaine prochaine, je crois, samedi prochain, si je me souviens bien des dates. Ouais. En parlant de dates, on a l'inventaire. Et oui, vous vous dites, oh là là, c'est quand l'inventaire? Ça va être pour le 1er avril. Ben non, le 1er avril, poisson d'avril, tout ça, c'est le samedi. Donc nous serons fermés cette année le lundi et mardi 3 et 4 avril, il me semble, toute la journée, pour cause d'inventaire qui est de biper tous les petits pots de peinture, tous les petits paquets de dés, ça va être bien, hein. Voilà, c'était toutes les annonces de cette vidéo. Maintenant on va passer aux nouveautés, on va passer directement à Smitten. Smitten, jeu coopératif pour 1 à 2 joueurs, le nouveau de la gamme microgame chez Matago. Alors, c'est à partir de 10 ans, et c'est 10 minutes de partie, voire moins si vous faites éclater, parce que comme beaucoup de jeux coopératifs, surtout quand c'est Stegmaier, Jamie, et c'est souvent dur à gagner. Et évidemment, dès que c'est Stegmaier, il y a aussi un très bon mode solo. Qu'est-ce que c'est? Et déjà c'est illustré par Vincent Dutray, hein. Nous reconnaissons sa patte. Cette année il n'a pas chômé, hein. Je pense qu'il a été enfermé au fond d'une cave et qu'il a dessiné pour tous les jeux cette année. Bref, vous allez ensemble ou tout seul créer 2 grilles séparées qui pourtant sont constituées exactement des mêmes cartes. On va avoir 2 fois 9 cartes allant donc de 1 à 9. Et dans les deux, hein, ça c'est le 1 et 2 qui vont normalement dans cette grille. En fait, au fur et à mesure que vous allez créer, ça va faire, vous voyez, un dessin. Mais donc, c'est tout en 2 exemplaires que vous allez mettre dans l'un ou l'autre. Comment ça se passe? Chacun va avoir 3 cartes en main, ça dépend de votre niveau de difficulté, c'est marqué dans le livret. Vous pouvez jouer en facile, moyen, difficile, avec des modules aussi à rajouter comme vous voulez. Au début, vous n'avez rien au milieu et vous avez écarté une carte au pif ici. À votre tour, vous allez jouer une carte, n'importe... Enfin, il n'y a pas de tour. C'est quand la partie commence, le premier qui veut jouer, il joue. Sachant qu'on ne peut absolument pas communiquer. Mais genre zéro, à part dire je ne veux, je ne peux jouer, ou je veux, je peux jouer, voire un mélange des deux. Genre, il a un truc caca dans sa main, il peut dire je peux jouer mais ne veux pas jouer.
Voilà, je peux dire ça. Ok. Comment ça se fait? Eh ben, hop, moi je vais mettre, je sais pas, celle-là, non, elle est nulle celle-là parce que je l'ai déjà posée dans mon exemple. Ah ben voilà, hop là, la 8, vous voyez, je ne peux la poser que, eh ben la 8 elle est là, la 9 elle est là, donc je peux la poser que là. Je ne peux jamais poser une carte en diagonale du nowhere, genre là je pourrais pas la poser celle-là. Faut toujours que ce soit orthogonal et que ça corresponde au chiffre et aussi visuellement du coup à l'image. Ok. Sachant que sur la carte que je viens de poser, il y a une condition qui va s'appliquer à l'autre. Donc du coup, après cette carte-là, votre partenaire doit placer une carte sur cette grille. Ah. Voilà. Alors moi je repioche, hein, voilà. Et l'autre, il se débrouille. Non, en vrai, bah non, il se débrouille pas parce que dès que quelqu'un ne peut pas poser de carte, eh ben, on a tous perdu. D'accord. Voilà. Et donc, il y a aussi des conditions qui disent, par exemple, votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles. Aucun des joueurs ne peut piocher de carte pendant ce tour. Il y en a une, je sais plus c'était laquelle, mais genre, ça vous oblige à jouer dans l'autre grille, quoi qu'il en soit. D'accord. Il y a plein de trucs comme ça. J'en avais vu une, c'était quoi? Ah oui, un des modes difficiles qui est très très cool, c'est que vous ne pouvez pas avoir plus de 2 cartes de différence entre les 2 grilles. C'est-à-dire que là, je peux pas continuer à remplir cette grille parce que si je continue, j'aurai 3 cartes en nombre, hein, en exemplaires, de plus que là où j'en ai que 2. Donc il va falloir que j'en mette au moins une ici avant de pouvoir continuer ailleurs. Donc voilà, c'est un jeu de beaucoup de contraintes, très peu de communication. Et quand vous jouez en solo, en fait, vous avez 2 mains devant vous, elles sont face révélée. Et en gros, vous allez gérer, c'est pareil, vous imposez les conditions à votre autre main. Vous jouez avec 2 mains ou 4 mains, comme vous voulez. Je crois que c'est tout pour moi et qu'on passe à toi. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. Je vais vous présenter maintenant un jeu de chez Yellow qui s'appelle Kingsbridge. Dans l'univers de Ken Follett, on a retrouvé des jeux comme Les Piliers de la Terre, comme c'est l'univers en fait d'un monde sans fin, je crois que c'était un jeu aussi. Toujours dans cet univers illustré par Michael Menzel, et c'est un jeu de Wolfgang Kramer. C'est un jeu au final qui va reprendre une mécanique très simple de solitaire, même si c'est pas un jeu qui se joue uniquement tout seul. Ça se joue de 1 à 5, c'est compétitif, c'est à partir de 10 ans. Les parties durent 20 minutes, et comme dans un solitaire, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on va jouer des cartes de personnages, on va jouer des cartes de personnages, enfin, oui, essentiellement des cartes qui sont numérotées, ça peut représenter des paysages, et on pourra plus tard y incorporer des personnages, c'est là tout l'intérêt en fait du jeu. De base, ça va être comme un solitaire, donc on va devoir jouer des suites de numéros, à chaque fois on peut faire différentes colonnes, et même on peut, lorsqu'on joue, regrouper d'autres colonnes, et l'idée c'est de finir son paquet avant tous les autres joueurs, tout simplement. Donc c'est une course en fait. Dès qu'un joueur a fini à jouer toutes ses cartes, il a gagné la partie. Mais dans le jeu, en fait, on vous explique le jeu et vous dites « Ah bah c'est comme un solitaire ». Et après on vous dit « Ah mais si vous voulez plus de twist dans le jeu et plus de complexité, rajoutez les personnages ». Pourquoi? Parce que les personnages, chacun va en avoir un. Et en fait, ça va donner une capacité spéciale. Et quand je vais jouer la capacité spéciale de mon personnage qui m'attribue plus de mouvance, plus de possibilités sur mon jeu, le personnage que j'ai joué, je vais le donner à mon voisin de gauche. Donc lui, du coup, maintenant, il pourra utiliser l'un des 2 personnages, celui qu'il a et celui que je viens de lui donner. Voilà, c'est très clairement un solitaire amélioré. Voilà. En plus, l'avantage, c'est qu'on peut y jouer à plusieurs. Voilà pour Kingsbridge. J'enchaîne dans les petits jeux très faciles à expliquer avec Lucky Bastard. Lucky Bastard, c'est un jeu de Chappie illustré par Lulabi. C'est distribué par Asmodée. C'est un jeu à partir de 8 ans, pour 2 à 6 joueurs, 15 minutes la partie. C'est relativement simple. Si vous connaissez par exemple le Gang des Castors, où il y avait aussi un jeu chez Piatnik dans la mafia qui s'appelait Omerta, oui. Qui reprenait cette mécanique. Vous savez, vous avez des cartes devant vous face cachée, et le but c'est d'en avoir le score le plus faible. Là, le but, dans Lucky Bastard, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Les cartes que vous avez, c'est de tout petits poulpes qui sont tout cute, tout mignons. Et en fait, ils ne sont pas si mignons que ça, parce que si vous ne vous rappelez pas la tronche qu'ils ont, ça peut être difficile de vous débarrasser de vos cartes. La mécanique de jeu est très simple, je pioche une carte au début de mon tour, et je vais pouvoir en fait la remplacer par l'une de mes cartes, sachant qu'au début je n'en consulte que 2 parmi les 4 que j'ai face cachée devant moi. Donc je récupère un poulpe, regardez bien sa tête, c'est important de mémoriser leur tête, vous verrez pourquoi après. Je le pose sur ma grille, et puis j'en défausse une autre. Quand je défausse une carte, et du coup les joueurs vont regarder la carte que j'ai défaussée, et si eux, dans leur grille, ils ont éventuellement un poulpe qui a la même tronche, ils peuvent s'en défausser. Donc ça c'est le petit twist. Le seul truc c'est que si vous défaussez en fait un poulpe qui n'a pas la même tronche, parce que vous dites « Ah ben lui il a la même tronche, je sais il est là », et en fait vous dites « Ah ben non en fait je me suis planté, ça n'a pas la même tronche », dans ce cas là vous récupérez la carte que vous avez défaussée et en plus vous en piochez une autre. Donc il y aura de la mémoire évidemment, puis il y aura ce côté de pas trop cumuler de cartes forcément, parce que si vous échouez, plus vous cumulez de cartes. Je vous rappelle que le but c'est de plus en avoir.
L'autre possibilité, quand je pioche une carte, si elle ne m'intéresse pas, ben je peux tout simplement la défausser pour faire son pouvoir. Et là, vous retrouvez les pouvoirs de Gang de Castor, consulter des cartes, échanger des cartes avec les autres joueurs, évidemment. Donc voilà, c'est un jeu extrêmement simple. Dès qu'un joueur n'a plus de cartes devant lui, bah, du coup, il a gagné la partie, tout simplement. Et donc, pour se défausser de ses cartes, il faut évidemment essayer de se rappeler des tronches des poulpes qu'on a. Comme ça, quand les autres joueurs défausseront leurs cartes, bah, vous pourrez défausser la vôtre. Tout simplement. C'est extrêmement simple, c'est rapide, c'est efficace. Les petits jeux qu'on sort à l'apéro, entre potes, en famille, qu'on veut pas mettre des plombs à expliquer, et ben voilà, Lucky Bastard, il est dans cette catégorie de jeux. Avec des petits poulpes Avec trop des petits cute. poulpes. Spécial dédicace à Antoine qui adore cet animal. Si on peut parler d'animal. Ici, qu'avons-nous? La planète des singes, le jeu de société, ou presque. After Us, c'est enfin arrivé à la boutique, un jeu qui a extrêmement buzzé sur Cannes. Les gens ont été sans arrêt en train de parler. C'est vraiment un nom qui ressortait déjà à Vichy, je me souviens quand on l'avait vu aussi, ça titillait un petit peu. C'est un jeu de Florian Siriex. Salut Florian, si tu regardes cette vidéo. Et de Vincent Dutré. Enfin, illustré par Vincent Dutré, pardon. On l'a tout de suite reconnu. Hein. Dès que vous avez vu les illustrations, vous dites « Ah, mais j'ai pas un jeu comme ça aussi ?» Rien que dans cette vidéo, on a Smitten et After Us. Je vous avais dit, il est emprisonné et enchaîné dans une cave. Hein. Il n'a pas chômé. Vous l'avez peut-être vu aussi, Alice vient de filmer ce que je vais vous dire à haute voix maintenant. Donc c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs. Oui, il y a un mode solo. À partir de 14 ans et plus, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on peut y jouer à partir de 10-12 ans, honnêtement. Et c'est pour 45 minutes, 1 heure la partie. Dans After Us, qu'est-ce qu'on fait? On va gérer, en fait, donc on est dans un univers plutôt post-apocalyptique. Et en fait, le monde est complètement ravagé. Et nous, en fait, on va jouer des singes, tout simplement. On a différentes catégories de singes. Au début, on commence avec des singes de base. Alors, je sais plus c'est les noms. Lui, je l'ai oublié par exemple. Mais après, vous aurez aussi des singes chimpanzés, des orang-outans et des gorilles qui vont être très importants. J'allais dire des morilles, rien à voir. Je crois que les morilles, c'est des poissons. Les morilles, c'est des champignons. Ah, c'est des champignons. Je suis nul en fait. Mais ça ressemble à ça. J'ai confondu gorille et morille. Marcassin. Non, Marcassin, c'est un bébé sanglier. Ouais, moi j'invente des stop, mots en fait. Stop, Alex. Je suis très fort au Scram. J'invente des mots et les gens ils font waouh, t'as fait un compte trip sur Vlagutch. Et oui, Vlagutch, ça veut dire yaourt en polonais, rien à voir. Du coup, on est en 2083, c'est le monde est ravagé. Nous, on joue des singes. La mécanique est juste extrêmement simple et c'est très chouette. Ça va être très fluide pour ceux qui sont un peu, je vais dire, fans du ski jeu. Oui, si on veut, mais là, on est quand même sur un level bien supérieur. Ah oui, bah oui. Parce qu'en fait, on va chacun faire des agencements dans son coin. En fait, on a ce côté deck building dans ce jeu. Le but va être évidemment d'avoir le plus de points de victoire. Et en fait, on va révéler à chaque fois 4 singes qu'on va pouvoir agencer comme on veut sur notre plateau. Donc chacun a son paquet, chacun a son plateau, et on tire simultanément chacun de notre paquet, nos 4 singes, et on les agence pas n'importe comment, on va essayer d'optimiser, parce que vous voyez qu'ici il y a des petites cartouches qu'on voit. Voilà. Ces cartouches-là, en fait, ils vont s'activer, et le mieux, c'est quand ils s'activent avec une cohérence d'assemblage. Je m'explique, lui par exemple, il a ce côté-là et ce côté-là, mais du coup, lui, il a ce côté-là, il a ça au centre qui s'active forcément, parce que c'est la cartouche est entière, et vous voyez qu'en fait, on peut compléter les cartouches de façon à créer des bonus. Alors évidemment, les idées ici seront des points de victoire. Vous avez des ressources qui sont les petites graines fruits, ici, ouais, voilà, les fruits, ici vous avez les fleurs, et ici vous avez des cailloux, je n'ai plus aucune idée de cette ressource-là, du poivre. C'est des piles, non, le truc Et après ici ce sont des piles. Alors, ouais. C'est aussi une ressource qu'on va dépenser pour générer certaines choses. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois que vous avez généré votre tableau, vous allez regarder de gauche, vous allez résoudre en fait tous les éléments, tous les cartouches, de gauche à droite, de la première ligne jusqu'à la dernière ligne, donc il y a toujours 3 lignes. Et donc vous regardez, donc vous résolvez ça, puis ça, puis ça, puis ça. Alors attention, je dis des bêtises, ça on va pas le résoudre parce que c'est un cartouche, c'est une moitié de cartouche, donc ça sert à rien. Par contre ça marche. Et donc là, pour 1, vous payez un fruit, vous gagnez une pile. Après, je gagne ça je gagne rien parce qu'il n'y a rien. Là, je vais gagner ça, puis après, je gagne ça. Puis après, là, pour une pile, ça tombe bien, je l'ai gagné juste avant, je vais pouvoir gagner ça. Avec une pile, je vais gagner. Là, il n'y a rien parce que c'est une moitié de cartouche, etc. Et vous allez résoudre à chaque fois tout ça. Une fois que vous aurez fait ça, en fait, les ressources vous permettent quoi? De recruter. Donc en fait, vous avez un plateau qui est commun à tous les joueurs. Les cartes sont face cachée parce qu'on s'en fiche, on n'a pas besoin de consulter les pioches. L'idée, c'est qu'il y a 2 niveaux. Vous avez un premier niveau avec des chimpanzés et des orang-outans très cool, voire des gorilles, et après vous avez des niveaux 2 qui sont plus chers. Ce sont des babouins, voilà, les autres. Rien à voir avec des morilles. Hein. Alors, bon, bref. Vous avez du coup les babouins, les orang-outans, les gorilles et les chimpanzés. Et en fait, chacun demande un coup particulier. Les orang-outans, ça va être des fruits. Les babouins, ça va être des fleurs, etc., etc. Chacun offrant des ressources différentes. Les gorilles vous permettent d'épurer en fait et de virer des cartes de votre paquet. Les chimpanzés de mémoire vous servent à piocher, non, à récupérer n'importe quel type de ressources, pardon. Les babouins vous servent à avoir des points de victoire, alors que les chimpanzés, non, les orang-outans vous servent à générer des piles, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà.
Plein de possibilités en fait de combos, et à chaque fois la mécanique va être extrêmement fluide. Je révèle mes 4 cartes, je fais mes combos, je récupère les ressources dont j'ai besoin, et ensuite on est reparti, rebelote, je défausse ces cartes-là, j'en révèle 4 autres, etc., etc. On a un intérêt aussi à pouvoir utiliser durant la partie, en fonction de ce qu'on réalise comme cartouche, notamment c'est cette petite symbole-là, de pouvoir justement récupérer, utiliser l'un des 3 objets qui sera disponible pour tous les joueurs durant la partie. Ça vous permet d'avoir plus de possibilités, plus d'agencement dans vos cartes et dans vos combos. Voilà une idée globale un petit peu de ce que vous pouvez faire sur After Earth. J'adore les illustrations évidemment, c'est Vincent Dutré. After Earth. After Earth, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas grave. Bon, on enchaîne. Allez, on continue après la présentation de After Earth. C'est After Us en fait, moi je mets un R parce que ça me fait plaisir. On continue avec les présentations de jeux avec My City version Roll and Write. Pourquoi Roll and Write? Parce qu'en fait My City c'est un jeu qui existait déjà de plateau avec une plus grosse boîte où on agençait des tuiles, on construisait des bâtiments et il y avait un petit côté Legacy. Évolutif, Legacy exactement. C'était un Legacy quand même un peu rejouable. Ici, on a la version Roll and Write, donc plus facile à transporter, plus optimisé. On va avoir un jeu pour 1 à 12 joueurs, donc mode solo comme quasiment tous les Roll and Write qui existent maintenant, à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Dans ce jeu, qu'est-ce qu'on a? Dans cette boîte plutôt, qu'est-ce qu'on a? On a un paquet de feuilles, voilà. Gros. C'est un Roll and Write. On n'a pas de crayon. Moi, j'aime pas trop ça. Quand dans un Roll and Write, on a les dés, mais on n'a pas les crayons. Je ne peux pas write si j'ai pas les crayons. Ça m'embête. Mais bon. Tout le monde a des crayons chez soi, faut pas non plus abuser. Ici, on va avoir des petits dés. On a 2 dés bleus qui sont très importants, qui vont vous indiquer en fait des formes à construire. Et ici, un bâtiment qui va être intéressant, mais pas forcément sur la première feuille. Je m'explique. Ici, dans My City, en fait, comme dans le jeu de base, on va avancer par chapitre. Dans les premiers chapitres, chapitre 1, épisode de 1 à 3, sur les 3 premières feuilles, c'est cool. Il n'y a rien de bien méchant. Ça va être des fiches où vous dites, là, ils auraient pu quand même mettre un peu d'illustration ou mettre du texte. Non, parce que ça arrive bien après. Hop là, doucement. Dans les premiers chapitres, je vous montre, voilà, on a cette feuille-là. Ça, c'est le tout premier épisode, et c'est ça qui est cool dans ce jeu-là, c'est comme c'est évolutif, au début, vous commencez avec 0 règles, et vraiment, c'est hyper simple, vous dites, mais comment ça se fait? C'est super simple, je suis trop fort. Mais parce qu'après, ça va arriver, en fait. Donc ça vous prend par la main, c'est très très cool, il y a vraiment ce côté évolutif. Chaque joueur commence avec une feuille comme ça devant lui, donc c'est chacun sa feuille, et on va, à chaque tour, lancer les dés. Et en fait, en fonction des dés, ça va vous indiquer déjà une forme. Alors ce qui est très cool en termes de lecture, c'est que, je ne sais pas si tu le vois bien là, mais en fait il y a des petits points gris ici. Oh. Le point gris vous dit en fait comment l'agencer, c'est-à-dire qu'en fait je prends les 2 moitiés de points gris, hop, et voilà, et ça c'est ma forme. Et donc tous les joueurs devront réaliser cette forme-là sur leur fiche. Alors ici, dans cette fiche-là, ce qui est important de faire, c'est de recouvrir les cailloux, parce que chaque rocher qui n'est pas recouvert, n'est pas coché, n'est pas colorié, vous fait des points en moins. Les cases vides que vous laissez vous font des points en moins. Par contre, si vous laissez les arbres visibles, il y en a pas mal, ça vous fait 1 point chacun. L'idée, c'est que si jamais vous ne souhaitez pas remplir cette forme-là parce qu'elle vous embête, vous avez juste à remplir le premier rond qui est là et ça vous fera -1 point pour avoir refusé. Toujours. Si jamais vous refusez de nouveau -2, puis après -3, puis -5, vous pouvez aller jusqu'à -10 points quand même, il faut éviter de trop refuser. Et en fait, on enchaîne les tours à chaque fois. Donc là, maintenant, une fois que tout le monde a construit son bâtiment, ou a refusé de le faire, on enchaîne. Là, vous verrez des fois, il y a des trucs un peu spéciaux, mais en fait, c'est pas pour tout de suite. Donc ça, c'est pas très grave, vous le prenez pas en compte. Au fur et à mesure, vous allez du coup construire des bâtiments. Et dès que les joueurs, comme un accord, se disent, moi c'est bon, je veux plus jouer, et qu'un autre joueur dit, moi non plus, j'ai plus besoin de construire, et l'autre non plus. Dans ce cas-là, on met fin à la partie et on compte les points. Donc vous avez les -10 points éventuellement si vous avez fait refuser trop de choses, les rochers, les arbres, etc. Donc là, score très facile à calculer. Une fois que vous aurez fait ça, en fait, ce bâtiment, ce dé-là qui vous indique les types de bâtiments que vous construirez durant la partie, ne sert pas, mais plus tard, il pourra servir, parce que vous voyez que l'une des premières règles qui arrive en jeu, ça va être notamment de faire des groupes de bâtiments différents. Et c'est pour ça qu'après, quand on lancera les dés, le blanc aura une importance, parce que vous allez essayer de mettre adjacents des bâtiments différents, mais en plus avec des tailles différentes. Évidemment, je ne vais pas vous expliquer toutes les règles, parce que ce serait beaucoup trop long dans cette vidéo, mais vous verrez que dans ce jeu, il y a énormément de règles qui vont apporter plein de contraintes et notamment de richesses dans ce jeu. C'est vrai qu'à la fin, ça ressemble vraiment à un jeu plutôt expert. Donc c'est cool ce genre de jeu parce qu'en fait, ça vous prend la main au début et après, vous êtes parti et vous arrivez sur du jeu qui est quand même assez costaud. Très cool du coup pour toute la famille et pour les joueurs notamment de très futés, ça pourrait, je pense, vous plaire. Voilà pour My City Roll and Write. On va arriver sur une nouveauté, je mets entre guillemets parce que vous connaissez très certainement ce jeu. Quirkle, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans 45 minutes et j'ai mis ma main là-dessus parce que et oui, la boîte, elle n'est pas juste noire, c'est une édition de luxe. Et ce qui est génial, c'est que le nom
parce que probablement sur votre boîte, il n'y a pas marqué le nom. Maintenant, il y a le nom qui figure. Voilà. Donc c'est un jeu de Suzanne McKinley Ross. Et dans cette version de luxe, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a les tuiles, évidemment, parce que pour jouer à Quirkle, il nous faut ces petites tuiles avec différentes formes et couleurs. Mais en plus de ça, on a les porte-tuiles. Ok, les petits chevalets, c'est cool. Ensuite, on a le crayon Quirkle que j'aime beaucoup, petit crayon gris. Pourquoi faire? Pour noter dans le bloc de score les différents scores que vous ferez tout au long de vos parties de Quirkle. Ici, c'est cool, ils ont mis la taille de la tuile réelle, donc on se dit plus, ouais, mais elles sont comment? Elles sont comme ça, elles sont comme ça. Voilà, ça c'est la version. C'est quand même tout en bois, hein. Aussi les porte-jetons sont en bois, les jetons sont en bois. Tout est en bois. Les petits crayons quand même avec les petites formes et couleurs de Quirkle, enfin de luxe quoi. L'édition de luxe, ça fait plaisir. Qui en plus n'est pas super cher parce que la boîte de base elle est dans les 32-33 €, un truc comme ça. C'est surtout, elle est à 45. Il y a son nom à la dame, enfin. Oui, ça c'est cool. Ok, on va où? On va sous la Manche là, non? Allez, plouf! Sous la Manche. Qu'il est drôle. Excellent. Pourquoi elle dit ça? Et pourquoi vous ne rigolez pas? C'est parce que vous n'avez pas vu qu'on avait reçu 1987 Tunnel sous la Manche de chez Ori Games. Un jeu que pour 2 joueurs, c'est ça qu'il est dans le rayon 2 joueurs. Un jeu de, alors 45 minutes de jeu, ouais, je pense. Une demi-heure, 1 heure de jeu, entre guillemets. Et à partir de 12 ans. Alors effectivement, c'est pas un jeu qui va être très très accessible. Effectivement, 12 ans, je trouve c'est bien noté. Parce que dans le Tunnel sous la Manche, alors c'est une course en fait. L'idée, ça va être... Alors, si vous arrivez à creuser et arriver jusqu'au bout avant votre adversaire, parce que c'est le tunnel sous la Manche, donc il y a les Britanniques et puis les Français qui vont collaborer pour une fois. Je dis pour une fois, ils ont quand même collaboré de temps en temps, mais bon, pour une fois, ils vont dans le même sens, entre guillemets. Et en fait, le premier à avoir creusé le plus loin que l'autre, à atteindre le bout, et ben, du coup, il gagne la partie. Autre possibilité de gagner, c'est si votre adversaire, lorsqu'il a creusé, il s'est complètement dévié dans sa trajectoire, et vous verrez que c'est possible de le faire, ben, s'il a dévié tellement que du coup, il s'est fait inonder, vous gagnez évidemment la partie. Oups. Ce qui se passe du coup dans ce jeu, alors je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est quand même un jeu très riche, notamment sur les cartes, il y a plein de choses à faire, mais ce que j'ai beaucoup aimé en termes de mécanique, c'est le placement d'ouvriers, parce qu'en fait vous avez des actions disponibles qui vous serviront à développer votre technologie, à choper de l'argent et notamment à creuser. L'idée c'est que quand vous creusez, vous risquez de vous dévier, et en fait pour réguler votre déviation, il faut soit utiliser de l'argent, soit utiliser de la technologie. Ça, c'est des trucs que je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais pour vous dire, la mécanique de placement d'ouvriers est assez originale. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un petit sachet dans lequel il va y avoir des jetons de différentes couleurs. On va avoir des cartes d'actions disponibles. Et ce qui est cool, c'est qu'un emplacement propose 2 actions. Et évidemment, un emplacement, c'est limité. Tous les joueurs ne pourront pas aller dessus. Quoique, vous verrez pourquoi. Je vais piocher dans mon sac, au hasard, 10 jetons. Donc ça va créer des petites piles de jetons, comme ça qu'on va empiler. Des noirs, des bleus, des oranges, il y en a plein. Et je vais trouver mes piles d'ouvriers. L'idée, c'est qu'à chaque tour, je vais placer je vais prendre une couleur en fait de jetons. Mettons, je prends mes blancs, j'en ai 3. Je prends tous les blancs, j'ai pas le choix, et je le mets sur mon action, tout simplement. Et je fais l'une des 2 actions proposées. Si l'adversaire se dit, il allait pile à l'endroit où moi je voulais aller, c'est pas un problème. C'est juste que pour me déloger, il va devoir prendre, mettons, il va prendre ses oranges, et ses oranges, par exemple, il en a 4. C'est plus que mes 3 blancs. Donc il a le droit de se positionner par-dessus, parce qu'il est supérieur en nombre. Par contre, il a pris tous ses oranges. Mais ce qui est cool, c'est que plutôt que de me rendre les blancs, il prend mes blancs. Oh. Ce qui fait que s'il avait déjà 2 blancs, il prend ses 4 oranges, il les superpose par ses blancs, par mes blancs, et les blancs, il les prend. Il en avait déjà 2, donc maintenant il a une pile de 5 blancs. Donc si jamais moi je me mets sur une pile à 4, il pourra venir avec ses 5 blancs, venir et me repiquer. Donc c'est vachement bien ce côté de déloger l'autre, parce qu'en fait on récupère aussi une couleur qui potentiellement était faible chez nous, mais qui va grossir, parce qu'on va en récupérer. Ça, c'est vraiment la mécanique que j'ai trouvé assez exceptionnelle. Après, le côté de forage et de déviation, c'est qu'en fait, vous avez un petit cube sur le côté du plateau qui vous indique votre déviation, et si jamais vous montez trop dans la piste, c'est là où vous risquez de perdre la partie. Donc ça, c'est vraiment un côté un peu, pas tir à la corde, mais ce côté où on a vraiment la corde au cou plutôt, et qu'on se dit, la déviation, c'est trop chaud, il faut vraiment que je paye quelqu'un pour baisser cette déviation. Vous aurez aussi la possibilité d'utiliser des cartes justement pour gagner un plus de revenus, pour développer pas votre entrepôt, mais votre gestion en fait de card building, entre guillemets, d'engine building, parce que c'est les cartes qui vous permettront d'améliorer certaines actions. Voilà. Je rentre pas plus dans le détail dans les cartes parce que c'est vraiment là où il y a plusieurs iconographies et que je risque de vous perdre. Sachez que du coup, c'est un jeu plutôt de course pour 2 joueurs uniquement, avec une mécanique de placement d'ouvriers que je trouve assez originale. Voilà pour 1987 Tunnel sous la Manche, qui fait partie d'ailleurs de la gamme de chez Ori Games, avec tous les autres jeux qui sont sortis, 1998, 1923 si je dis pas de bêtises, et 1911, celui que j'ai pas cité. Je laisse la main à Alice. Recoucou, c'est moi qui vous explique encore une fois deux nouvelles boîtes de Dice Throne de la saison 2. Il y a eu la saison 1, il y a eu la saison 2 avec la boîte 1. Oui. La boîte 2
Et maintenant la boîte 4 et 3. Ou l'inverse. La vache, Tato et les chiffres, c'est vraiment quelque chose, quoi. J'en peux plus. Alors, ici, on a donc la pirate maudite vs l'artificier. La pirate maudite, alors vraiment, ça c'est une boîte qui me fait penser à League of Legends. Désolé pour ceux qui y jouent pas du tout, on dirait Miss Fortune et Merdinger. C'est bon, j'ai fait mon moment geek. On y revient. La pirate maudite, en gros, elle va avoir surtout une mécanique de chance. Vous lancez le dé en fonction, par exemple, le baril de poudre, vous lancez le dé. Si c'est cool, ça fait très mal aux autres. Si c'est pas cool, ça vous éclate la tête à vous. Voilà. Oui, aussi. Du coup, ça va être plutôt des trucs de chance, alors que lui, il va se construire des petits robots. Il a 3 types de robots qui vont s'activer et faire des effets différents. Par exemple, le nanobot, lui, il va s'activer à sa phase d'entretien. Il y en a un, forcément, c'est pour attaquer les autres. Des choses comme ça. Donc lui, c'est plutôt construction de robots qui chacun aura sa spécificité pour l'assister. On a ici Séraphine contre la reine vampire. Séraphine, eh bien, on va commencer par en bas. Séraphine, c'est donc une ange. Elle peut esquiver grâce à son vol. Elle peut, par exemple, se purifier de tous les états, comme le moine, tu m'avais dit, c'est ça? Ouais, le moine, il a un truc comme ça. Ok. Je dirais des jetons. Ouais. Et il y a la présence divine. Bon, elle fait une vague de dégâts à tout le monde autour d'elle. Okay. Donc voilà, tous les joueurs. La vampire, la reine vampire, elle a hémorragie. Elle a des l'hémorragie, c'est un peu comme la meuf tigre là dont je vous avais parlé. Elle, c'est son tigre qui fait de l'hémorragie. Et en gros, ça vous fait moins récupérer à votre phase d'entretien. Forcément, vous pissez le sang, donc c'est un peu plus dur de se guérir. Des jetons hypnose, j'ai pas encore trop compris à quoi ça sert. Je sais juste que c'est des nouveaux jetons qui vont impacter presque toutes vos caractéristiques, vous font gagner des jetons qui après vont faire plein de trucs différents. Je pense que ça sert à hypnotiser. Oui, mais qu'est-ce que l'hypnose? Ah si, un des effets c'était de forcer un autre joueur à piocher ou quelque chose comme ça. Genre vraiment ça force les autres à faire des actions. Ok. Genre de l'hypnose, effectivement. Mais voilà, ça hypnotise vraiment sur des actions en particulier pour les forcer à faire des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire. Voilà, donc ça c'était la saison 2, boîte 3 et 4. C'est fini, non, cette saison, je pense? Ouais, ils font 4 boîtes par saison. C'est ça, exactement. Ok, bon ben on verra la saison 3. Il y aura peut-être Buffy, non, c'est pas ça? Non, je sais plus. Ça aurait été drôle. Normalement, c'est du Marvel aussi qui est. Ah oui, voilà, c'est ça. Alors, Terreur sur Lakeview. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Oui, Star Wars. Exactement. Non, ça fait très Stranger Things. Exactement. Les Goonies aussi, mais là vraiment Stranger Things parce qu'il y a des trucs chelous, genre des monstres. C'est aussi tiré de l'univers de Lakeview. Si je me trompe pas, c'est une BD. Il y a des tentacules. Ouais, il y a des tentacules là. Oh, bonjour Antoine, bonjour. Là, il est vraiment moche. Autant le petit bastard, il était cute. Là, il est dégueulasse. Alors, c'est un jeu coopératif de 2 à 5 joueurs. Coopératif ambiance. Ambiance quand même joueur, hein, parce que c'est à partir de 12 ans. D'accord. Oui. Quand même. Pour 45 minutes à 1 heure de partie. Qu'est-ce qui se passe dans cet univers? Années 80, forcément, vous êtes des gamins, forcément. Et ben, comme d'habitude, les adultes ne vous croient pas quand vous dites qu'il y a des trucs chelous dans votre ville de Lakeview. Et ils vous croient pas alors que un de vos potes, eh ben, il se fait kidnapper par une créature. Ouais, je vous ai dit, hein, Stranger Things. Le pote qui a disparu, bah, c'est lui, là, il a cette tronche-là. On dirait vraiment Will, avec sa coupe au bol. Oh là 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 là. Bon, bref. Oh, Lucas. Enfin, bref, ça, on dirait Max. Bon, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu Stranger Things, désolé aussi pour cet aparté. C'est un jeu avec 4 scénarios, avec donc 4 monstres différents. Vous en choisissez un de scénario, chaque monstre aura ses caractères propres, ses objectifs propres, et bon, son petit texte d'ambiance, c'est sympathique. Voilà, c'est un jeu asymétrique parce qu'il y a quelqu'un qui va jouer le gamin perdu, kidnappé, qui va jouer le coupe au bol là. Et les autres vont essayer de le retrouver grâce à des indices par la pensée. Non, des indices de cartes, mais c'est par la pensée. Parce qu'il y a 2 buts pour les gamins. Les non perdus, leur but c'est de retrouver leur pote et de vaincre le boss, donc le méchant, en réunissant les objets demandés par le scénario. D'accord, ok. Alors que lui, le gamin, c'est surtout de se faire sauver, mais après, s'il arrive à revenir dans le vrai monde, il va pouvoir aider parce que lui, il a des pouvoirs de ouf psychiques, parce qu'il revient traumatisé, mais hyper puissant de la tête. Voilà. D'accord. Tout ça, il faut le faire avant que la piste de menace, hop, le petit jeton, il monte jusqu'en haut. Elle est assez courte, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent la faire monter, dont le camion des fédéraux qui est là. Hop, voilà. Personne ne vous croit qu'il y a des trucs chelous, mais par contre, il y a les fédéraux, eux, ils sont là
juste pour vous embêter. Donc eux, ils vont faire le tour comme ça, hop, et à chaque fois qu'ils vont compléter un tour, hop, la petite gélule, la petite capsule, elle avance. D'accord. Et en plus, vous allez donc jouer des cartes, enfin le monsieur disparu, là, le petit gamin, il va jouer des cartes indices, mais qui souvent aussi ont des effets pas cool, comme faire monter la menace. Comment ça se passe? C'est toujours le garçon perdu, comme dans Peter Pan, les gamins, enfin 2 gamins, puis le garçon perdu, puis 2 gamins qui jouent. D'accord, ok. Vous avez tous aussi des petites bécanes, voilà, les gamins non perdus, bien évidemment. Vous avez skate, chaise, fauteuil roulant, roller, vélo, vous roulez sur ce que vous voulez. Ça vous fait des petits effets. Vous avez aussi des petits objets qui vont avoir des effets cool, généralement, hein, c'est cool. Et donc, le gamin perdu, il va avoir des cartes d'indices qui vont être principalement des lieux, en fait, qui va jouer. C'est magnifique, on les voit pas sur l'exemple. Qu'est-ce que c'est bien fait. Qui, je sais pas, on va voir la niche et le parc. Du coup, s'il dit la niche et le parc, il est sûrement dans la direction de la niche qui est dans le parc, par exemple. J'en sais rien. Ça fait un peu penser à Peter Pan, là, qui est juste en dessous. C'est là, ici. Oui, non, mais d'accord, mais voilà. Je regardais juste, c'est pas les trucs en haut à droite, là? Non, ça c'est des objets qu'on va pouvoir récupérer aussi. Enfin, c'est les objets qui sont demandés par les scénarios. D'accord, autant pour moi. Du coup, les 2 gamins qui jouent juste après vont se déplacer. Ils vont retourner face visible un de leurs jetons roues. On les voit pas, mais des roues de vélo, quoi, en gros. Ouais, okay. Ils retournent et ah oui, là, ils sont là. Hop, ils retournent et ça leur donne la valeur de ce qu'ils peuvent avancer dans quelle direction. Okay. On peut pas passer à travers les palissades. Voilà, on vole pas, on a des roues, mais on vole pas par-dessus les palissades. C'est les titis qu'on peut voler. Exactement. Donc du coup, on fait le tour. On peut rentrer quand même dans les jardins, sachant que quand on finit notre déplacement en plein milieu de la route, on a le droit à un déplacement de plus parce que c'est dangereux de rester sur la route, mes chers amis. Voilà. Ensuite, nous avons l'autre qui donne des nouveaux indices, mais comme je vous ai dit et comme on ne le voit pas, il y a des dessins dessus, souvent qui font avancer les fédéraux ou faire avancer ici. Voilà, donc en gros, il y a des indices où il n'y a pas grand-chose de menace dessus, mais des fois, il y a avec beaucoup de menaces, mais c'est exactement genre c'est the indice pour le retrouver. Parce que je ne vous ai pas dit, forcément, le garçon perdu, il a pioché un emplacement en carte qui garde secret, c'est là où il est planqué, j'en sais rien, l'entrepôt par exemple. Voilà. Ok. Et oui, sinon il n'invente pas. Et on continue comme ça jusqu'à ce que soit on soit fait démonter par la menace, soit on ait retrouvé le gamin et réuni les objets demandés. On peut aussi aller dans les cabanes. Les cabanes, c'est trop cool. Vous êtes à l'abri du monstre, des fédéraux, parce que le monstre aussi va se déplacer, bien évidemment. Ça fait partie des trucs pas cool, des cartes indices du monsieur perdu. Ça fait déplacer les monstres. Et si ça vous rejoint, ça fait des trucs pas cool, genre augmenter ça. Et voilà, dans la cabane, vous êtes à l'abri de tout. Et vous pouvez même vous échanger des objets. En termes de matos, ça jongle entre figurines et standees en fait. Ouais, en fait, il n'y a que les Feds là qui ont des figurines. Les autres, c'est des petits standees. Quand même, les dessins, on peut les voir là. Les monstres, ils en jettent de ouf, hein, moi je trouve. Hein. Non, franchement, les illustrations claquent. Ouais, mais voilà, c'est juste pour dire en termes de matos, il y a un peu de figues et puis il y a un peu de standees, quoi. Voilà. Autre jeu coopératif, narratif, la nouvelle boîte. Charmante. Ouais, un peu pareil, hein, des gamins qui rentrent dans un manoir pour retrouver un gamin perdu. Oh voilà, exactement pareil. C'est fou, hein. Et c'est même pas dans notre époque non plus, c'est dans le passé. Mais c'est Time Stories. Exactement, c'est Time Stories Révolution. C'est cette nouvelle gamme. Je sais pas si vous vous souvenez, ils appellent ça la saison bleue. C'est une nouvelle gamme de petites boîtes blanches qui sont totalement indépendantes les unes des autres, sauf si vous achetez cette petite boîte expérience qui vous permet en gros de faire un petit fil rouge entre les boîtes. Pour l'instant, il y en a 3 du coup avec celle-ci. C'est bizarre qu'elle soit pas blanche comme les autres, mais bon, elle fait partie de cette gamme quand même. Elle est donc indépendante, hein, voilà, c'est marqué ici. 1958, nous sommes des gamins qui rentrons dans un manoir hanté, hein, vous voyez, oh là là, il y a des trucs de fantômes, oh, il y a des fantômes là-haut, pour essayer de retrouver, comment il s'appelle, je le savais il y a 2 secondes et je l'ai oublié. Damien, voilà. Damien qui a disparu, bah, il est là. Ouf, j'ai pas très envie de le retrouver, mais voilà. Dans ce manoir hanté. La mécanique qui change dans ce Time Stories saison bleue, on va dire, c'est que là, chacun va avoir un personnage. Donc en gros, vous êtes des agents spatio-temporels, vous vous baladez dans le temps pour régler des sortes de anomalies temporelles. Donc apparemment, sa disparition et l'histoire de fantômes, ça va déglinguer le temps. Donc vous vous incarnez en gros dans des vaisseaux de l'époque. Donc je sais pas, je l'invente, hein, c'est Jeanne. Voilà. Hop, vous prenez le corps de Jeanne et ses capacités.
et vous allez en fait avoir des cartes au milieu qui sont des sortes de paysages, des morceaux de paysages, et chacun vous allez dire ok, moi avec mon perso j'aimerais bien aller voir, je sais pas, la vieille là-bas qui est planquée au fond de la rue, ça tombe bien, je suis quelqu'un de charismatique, donc quand je retourne la carte, et ben en fonction de quel personnage vous incarnez, vous n'aurez pas la même réponse en gros que si c'est un autre personnage. Bien sûr, si c'est un costaud qui y va, il n'aura pas la même chose pour parler à la vieille dame. Peut-être qu'elle va s'enfuir parce qu'elle a peur du vieux, j'en sais rien. Mais du coup, contrairement aux Time Stories classiques où qui que vous soyez, bah, vous explorez, c'est toujours la même chose que vous découvrez. Donc ça, c'était vraiment le truc très stylé de cette deuxième saison de Time Stories. Donc troisième scénario enfin dans une ambiance années 58 et dans un manoir hanté. Voilà, on s'arrête parce que batterie, carte mémoire, tout ça. Cricket. Voici le nouveau de la gamme des petites boîtes de cricket et autres insectes de chez Gigamic que vous connaissez sûrement, de mythos, poker des cafards, salade de cafards et autres. Et bien voilà, le dernier sorti, c'est Maudit Cricket. Hop, je pose mon barda, du coup j'ai tout sorti. C'est un jeu donc d'ambiance, de enchères on va dire, et de collection. C'est de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour 20 minutes de partie. Votre but c'est de récupérer des fruits et des légumes. Attends, il y aura un faux jour, essayez de... Hop là, magnifique, n'est-ce pas? Donc récupérer des fruits et des légumes dans le jardin sans vous faire défoncer vos récoltes. Voilà. Encore mieux. Merci, c'est bon là. C'est bon là. Ok. Sans vous faire défoncer vos récoltes que par les criquets que vous allez peut-être récupérer pendant les tours. Comment ça va se passer? Vous allez avoir les mêmes cartes en main, tous, qui vont de As à 6, et une croix toute pourrie que je vous expliquerai plus tard. Et au milieu, on va sortir 3 cartes au hasard de la pioche. C'est des légumes et des fruits. S'il y en a de même type, eh ben on les empile sur une même pioche. Voilà, l'exemple, il y a un épi de maïs et 2 brocolis qui sont ensemble. Très bien. Simultanément, on va choisir une de nos valeurs en main, une de nos cartes. On la pose face cachée devant nous. Une fois que tout le monde a misé, on retourne. Techniquement, la plus grande valeur l'emporte, mais on n'aime pas les égalités. Donc, si par exemple, vous voyez dans cet exemple, ces deux-là, c'est bisou bye. Ils sortent de la manche, ils prendront rien du tout. Donc, lui se retrouve être le plus grand. Bon, il l'était déjà avant. Hein. C'est lui qui va se servir en premier. Il choisit un type de légumes / fruits et il prend tout. Donc, bon, forcément, là, ce qui est cool, c'est de prendre les brocolis. Il y en a plein. Et l'autre de la manche va récupérer, donc ici c'est le 3, va récupérer une autre pile. Dans les autres tours, s'il y a plus de légumes et plus de piles, on se les récupère jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien ou jusqu'à ce que tout le monde ait récupéré une pile. Et à chaque tour, on remettra 3 cartes de la pioche, pareil, on les organise si c'est un même type, etc. On va avoir l'As. L'As, il gagne tout. Voilà. Ok. Mais il est quand même contraint aux égalités. Oui. Ah oui, là, on reste égalité, c'est toujours pourri. Okay. Mais l'As, quand il est joué, s'il n'est pas contrecarré par un autre As, il gagne tout. La croix, c'est très risqué. Mais si vous jouez la croix et qu'il y a un As quelque part... Un seul, par contre. Un seul. L'As, il sert à rien. Et vous faites l'effet de l'As. Donc, vous récupérez tout. C'est puissant, ça. Voilà. Bon, sinon, s'il n'y a pas d'As, la carte, elle sert à rien du tout et vous récupérez rien. Ce qui est pas mal des fois. Oui. Pourquoi? Parce que des fois, quand vous tirez des cartes, eh bien, il y a les famosos criquetos là. Oui. Hein, le titre, Maudit Cricket. Donc des fois, ils vont sortir avec les autres. Et donc, quand vous prenez un pli, quand vous gagnez une mise, vous prenez un paquet. Et généralement, le dernier, il se prend les criquets. Oui. Parce que les criquets, ça pue. Donc les autres le veulent pas. Dès que vous avez 3 criquets devant vous, sachant qu'il n'y en a que 3 dans le jeu, ça vous défonce toutes les récoltes que vous aviez devant vous, c'est-à-dire tous les fruits et légumes que vous n'aviez pas archivés. Comment on archive? Dès qu'on a... alors là, je vais dire un chiffre, les gars, je suis désolée. Je crois que c'est 5 d'un même type. 5 cartes, par exemple, brocoli. Hop, vous les enlevez, elles sont à l'abri des criquets. Et ce sera vos points en fin de partie. Voilà, je vous ai dit un chiffre au pif, les amis. C'est sûrement pas 5. Mais 4. Voilà, il y a un chiffre à atteindre du même légume ou fruit pour pouvoir l'archiver et le protéger. On continue comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait joué ses cartes, parce qu'en gros vous les reprenez pas vos cartes de mise, vous les laissez sur le côté, face cachée, hein, les autres vont essayer de se souvenir de ce que vous aviez misé, genre il a plus de 6. Voilà, et une fois que tout le monde a joué ses cartes, on déjà compte les points de notre petite réserve et de ce qui s'est pas fait défoncer par les criquets, et on refait une manche et on fait ça, donc on défausse toutes ces cartes et on continue jusqu'à ce que la pioche de légumes soit vide.
Ok, Voilà. très bien. C'était Maudit Criquet, le nouveau de la petite gamme. Et j'ai voulu finir par mon gros coup de cœur de la semaine. Mon petit Everdell. Oh, oui, j'ai déjà mis ma tête dessus immédiatement. Alors, c'est un peu pour éviter que je sois trop frustrée du fait qu'il n'y a plus le Everdell de base pour adultes, qui est en rupture jusqu'en juin, mes chers amis. Oui, oui, je pleure des larmes de sang chaque jour. Mais il y a mon petit Everdell. Alors, on l'a mis rayon enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué 6 ans. Mais, attention, c'est très faux. Navré Matago, hein, Matago on vous aime, mais effectivement 6 ans, après j'en ai discuté avec des membres de Matago, ils sont d'accord, ils reverront ça plus tard, hein. Starling, l'éditeur de base, voilà, il est pas très arrangeant, mais prochaine édition ils mettront le vrai âge qui est commun à tout le monde, on pense que c'est 8 ans, à partir de 8 ans. Oui. 7 si le gamin est vraiment précoce, voilà, il adore les jeux. Qu'est-ce que c'est? Alors nous, on dirait presque plutôt que c'est un Everdell Express. C'est vrai. Voilà, c'est un peu réducteur, je trouve le terme Express, oui. Mais c'est un peu ça. C'est 1 à 4 joueurs, il y a toujours le mode solo, comme dans le jeu de base, on va dire, enfin classique. Pas de base parce qu'on dirait que c'est une extension, mais voilà. Le jeu, le grand jeu. 30 minutes de partie, donc comme je vous ai dit, c'est Express, parce que l'autre c'est quand même 1 heure de partie. Ouais. Et donc à partir de 8 ans, pas 6. Qu'est-ce que c'est que donc que cela? Pour ceux qui ne connaissent pas Everdell, le but c'est de faire le plus de points de victoire possible qui sont représentés par ces petits soleils et que vous pouvez aussi gagner en brut de manière générale. C'est un jeu de combo de cartes, de pose d'ouvriers et de gestion de ressources. Mais il n'y a pas le chaînage comme dans le jeu de base et vous n'avez pas de main à gérer. Vous avez juste un marché ouvert, mais vous avez quand même des petits objectifs au milieu. Donc voilà, il y a quand même objectif, gestion de ressources, pose d'ouvriers et combo de cartes. Beaucoup pour un enfant de 6 ans. C'est beaucoup pour un enfant de 6 ans. On vous le répète. C'est très simple, chacun va se prendre un petit peuple. On aura 3 ouvriers de notre peuple chacun. Hop, donc il y a petit papillon, renard, lapin et petit lézard. On va au début de la manche, donc tout est vide. Au début de la manche, on va lancer les dés de ressources qui sont ici. Hop, on les lance et on les range là sur les petits emplacements prévus à cet effet. Hop là. Parfait. Et eh bien, chacun notre tour, on va forcément poser un de nos petits bonhommes sur un des emplacements. Donc soit les emplacements ici, soit les emplacements ici. Alors la symbolique est très bien faite. Ici, vous n'avez qu'une seule papate. Ça veut dire que premier arrivé, premier servi, les autres pourront pas venir squatter ici. Par contre, là, il y a plein de papates. Ça veut dire qu'on peut être plusieurs. Voilà. Ici, bah, vous gagnez, quand vous posez, vous gagnez la ressource qui est indiquée en nombre d'exemplaires qui est indiqué. Voilà, vous le gagnez devant vous. Hop, ici, c'est moins intéressant, vous gagnez que 1 de la ressource de là où vous êtes. Voilà, mais bon, quand il reste plus de place. Hein. Vous prenez les ressources et vous avez le droit d'acheter une carte dans le marché ici. Alors, il y en a deux fois plus, hein, normalement, il y en a 8. Mais je n'ai pas la place. Vous achetez en payant les ressources qu'indiquées ici. Voilà, donc on va dire que j'avais 2 de bois et 1 d'argile, de résine, c'est pareil. C'est d'argile. Et je vais prendre celle-ci par exemple, la cour de récréation. Hop là, déjà pour le thème, j'ai envie de vous dire les amis, pour ceux qui connaissent Everdell, là on joue les enfants des personnages d'Everdell qui jouent à être les grands. Voilà, donc vous voyez, là c'est un petit chasseur de trésors, bon il y a la cour de récréation quand même parce que bah, on est des enfants, hein, mais il y a une fausse prison, hop là, bon, c'est un peu glauque, mais il y a la fête, il y a le conducteur, le piège en voyageur, il y a un petit planeur, enfin bref, il y a plein de trucs trop mignons, c'est surtout ça le truc vraiment oufissime pour ceux qui aiment Everdell et les trucs mignons. Mon petit fabricant de jouets, le jardinier, donc... Déjà pour l'histoire c'est cutie cute, souvent en plus pour ceux qui ont joué à Everdell vous allez reconnaître des enfants effectivement des personnages que vous voyez dans le grand. Par exemple, après je finis cette parenthèse de fangirl, vous vous souvenez peut-être du ramasse-miettes, et bah là vous avez ramasse et miettes. Oh. Ils sont trop cute. Voilà, je meurs. Bon, c'est bon. Donc vous avez récupéré votre carte en payant le coût qui est ici. Déjà en fin de partie vous aurez 3 points de victoire, c'est cool. Ça va de 0 à 3 généralement hein, les points de victoire sur les cartes. Et maintenant, vous aurez un pouvoir qui dit, après avoir joué une carte verte, donc c'est celle-ci, hein, vous voyez, on reconnaît le même sigle, une petite pouce.
Voilà. Vous obtenez un point de victoire. Cool. Je la prends en premier, c'est bien parce que ça va me faire un combo. Les prochaines fois, je vais essayer d'acheter des cartes vertes. Comme ça, je gagnerai un point de victoire. Bien sûr. Je vais aussi essayer d'acheter des cartes vertes qui sont aussi intéressantes pour elles-mêmes. Hein, voilà, c'est le principe des combos, forcément. Une fois que j'ai pris ma carte, on remet une carte du marché et ce sera au prochain joueur de poser son petit bonhomme et de prendre une carte. Vous n'êtes pas obligé de prendre une carte, tout simplement parce que vous n'avez pas envie, vous économisez ou juste parce que vous ne pouvez pas. Oui. Mais vous êtes obligé de poser un petit bonhomme parce que c'est les marqueurs de tour. On va jouer que 3 fois dans une manche. Dès que tout le monde aura posé ces 3 bonhommes, hop, on avance la petite lune là-haut. Hop, on avance. Et il y a les petits signes ici. On active toutes les cartes vertes de nos villages. Sachant que les vertes, elles s'activent déjà dès que vous les mettez dans votre ville. Oui, en fait, chaque carte, quand on l'achète, sauf les violettes, oui. On active l'effet immédiatement. Mais en plus, si c'est vert, ça se réactive à chaque fin de manche. Exactement. Donc là, par exemple, quand je l'avais joué, j'avais gagné un point de victoire. Et là, c'est la fin de manche. On réactive toutes les vertes de son village. Hop, j'ai un deuxième. Eu un autre point de victoire parce que tu as comboté avec ça. Et oui, vous avez vu. Voilà, je commence déjà là avec 2 cartes. Wow. Bam, j'ai plein de points. Trop fort. Voilà. On a autre chose pour gagner des points. On a les... ils appellent ça les parades. Merci, les parades. Les parades, elles ont des critères. Donc là, c'est le premier à avoir 5 personnages qui gagnent ça et qui aura donc 5 points de victoire. Là, c'est le premier à avoir 5 petites maisons. Donc vous voyez, il y a la différence là-haut. Petit bonhomme, petite maison. Donc avoir un personnage ou un bâtiment. Vous avez ici avoir un de chaque type ou avoir 3 d'un même type. Ok. Voilà. Le premier joueur, petit twist intéressant quand on est à plusieurs, le premier joueur qui a ce jeton, eh bien, d'un tour sur l'autre, ce sera le dernier à avoir joué qui le récupère. Ok. C'est pas dans le sens des aiguilles d'une montre classique. C'est genre, bah, t'étais dernier à jouer, hop, tiens, comme ça tu seras premier. On se fait pas bisuter tous les tours. Bien. Voilà, je dirais que c'est à peu près tout. Alex, aurais-je oublié quelque chose? Alors, on disait que c'était pas une extension. Oui et non, parce que dans ces boîtes... Ah oui, vous avez des petites cartes promo pour ceux qui possèdent le jeu Everdell. Ou ceux qui voudraient l'acquérir quand il revient en juin. Bien sûr, et dedans, c'est des petites cartes promo, ça rajoute la maternelle. Ouais, et les enfants. Et les enfants. Voilà, la maternelle permet de jouer justement gratuitement jusqu'à 2 enfants. Et les enfants peuvent cumuler des cartes, c'est ça qu'on a dit. Non, les enfants ne prennent qu'un seul emplacement dans votre ville. Voilà. Voilà, puisque la taille de votre ville est limitée dans l'Everdell. Je sais plus combien ça fait exactement de points, mais c'est un peu comme le mari et la femme, et l'épouse. Ouais, l'épouse, ouais. Ça se peut. Alors là, tu me demandes une mémoire des chiffres, mon cher ami. Mais en vrai, c'est vrai que mon petit Everdell, c'est dommage parce que c'est très connoté enfant. Et nous, franchement, on y a joué. Et je trouve ça très cool de l'avoir fait en mode rapide, tu vois, parce que j'ai les mêmes sensations de gestion de ressources, de placement d'ouvriers, quand même bien moins velu, mais la sensation reste présente. Et ça, je pense que c'est un bon point. C'est la tortue qui joue au papy. Il a mis une fausse barbe. Ah bah tiens, l'école. Ah, la banque. Voilà. Donc c'était mon petit Everdell. Hop. Oh, tellement de Pokémon! Regardez toute la nouvelle collection écarlate et violet. Voilà, donc nous avons tout, hein, les Pokébox là, les tradis. Mais dis-nous les noms, c'est qui? Tu m'en veux, hein? La question piège. En plus, c'est les oiseaux légendaires un peu là, mais ils ont été revus. Il y a Sulfurat de Galar, ok. Ah, Elector de Galar et Articodin de Galar. Donc en fait, c'est ceux qu'on connaissait, mais comme ils sont de Galar et qu'ils sont pas de chez nous. Et ils ont changé en fait d'apparence, d'accord. Voilà. Ils sont de Galar. Donc ça, c'est les oiseaux. En ce moment, Pokémon, c'est la Galar. Allez, remonte la caméra, toi. Mettez en commentaire si vous avez rigolé. Donc, les coffrets d'élite avec le violet, le rouge. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est Pokémon, on veut savoir. Non, on veut pas savoir. Alors, navré, hein, vous êtes vraiment avec les 2 pires personnes pour vous présenter Pokémon là. C'est compliqué. Je sais pas si Antoine serait mieux débrouillé que nous. Il aurait fait semblant. Ouais, il fait mieux semblant que nous. On a les triple boosters. Alors quand même, celui-là, je le connais, ok. Il est trop stylé. Hein, Arcanin, c'était un de mes Pokémon favoris quand j'étais petite, avec Ponyta, ok. Bon, et Orchid, quand même, j'étais un peu original. Yakata, on sait pas qui c'est. Hein. Non, je sais pas, on dirait Magikarp, mais en grosse baleine japonaise. Ils ont fait un gros poisson, ils ont dit allez, oui, Yakata, ça part. On a les triple boosters, mais on a aussi quand même les boosters à l'unité classico. Ouais. Classico. Voilà, tout ça, c'est Pokémon. On a encore de la carte à collectionner qui était arrivée la semaine dernière, mais que nous avons. C'est plus de la carte à jouer quand même.
Nous avions ça arrivé la semaine. Oui, commence à me fatiguer. C'est un peu tard. Ma patience arrive à ses limites. Nous avions ça arrivé. La semaine dernière, les nouveaux boosters de Flesh and Blood, les Outsiders. Vous aviez le pack History 1, le pack History 2, et maintenant vous avez Outsiders. Voilà, voilà les boosters. Maintenant, on sort des cartes. On va dans les livres. Non, il y a encore des cartes. Je le vois là. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Speed Duel, c'est nouveau format quand même, non? Speed Duel, non, ils existaient déjà, mais oui, non, mais cette boîte. Ah oui, par contre, ce petit format-là, c'est toujours très novateur. Chez Yu-Gi-Oh, c'est des formats un peu aléatoires. Des fois, ils sont longs, des fois, ils sont gros. D'habitude, ça ressemble plutôt à ça. Ouais. Alors, ça, c'est pas un Speed Duel, mais avant, ça ressemblait à ça, le boitage. Bah ouais, mais là, il y a plus de trucs dedans. Donc, voilà. Si vous y connaissez en Yu-Gi-Oh, bah c'est bien. Vous savez que c'est arrivé. Voilà, c'est arrivé. Maintenant, les livres. Casus Belli, numéro 43. Magnifique, n'est-ce pas? C'est donc avec une petite exclue là, sur les lames du cardinal, qui est trop bien comme JDR. Oui, tout à fait. Il y a des petits scénarios en plus pour l'œil noir, Cthulhu, Call of Cthulhu, Vampire, Pathfinder, je crois. Ah oui. Pathfinder, bien oui. Things from the Flood. Et Deadlands Anneau Unique et Run and Play. Vous avez plein de choses. Voilà, celui du printemps 2023. Casus Belli 43. Oui, 43. Ouais. Ok. Voilà. Il est arrivé à la boutique. Tout à fait. Et maintenant, livre de JDR. Enfin, un livre. Un supplément écran. Aventure à Rokugan, le kit du maître du jeu. On a eu il y a pas longtemps les aventures à Rokugan, livre de base, qui était la réédition de l'Empire des 5 Anneaux. Oui, c'est ça. Oui, me contredis pas, je le sais parfaitement. Hein, vous vous moquez de moi sur ma connaissance du JDR, mais quand même. Légende des 5 Anneaux. C'est l'Empire des 5 Anneaux, ça me parlait pas. L'Empire des Cerisiers. Ouais, c'est ça, t'as confondu. C'est pour ça que j'étais en train de tiquer. Je me suis dit, non, t'as confondu. Ouais. Oui, je m'y connais en JDR. Légende des 5 Anneaux. L5R, comme on dit dans le milieu. Ouais. Bon, du coup, dans ce kit du maître du jeu, vous avez besoin du jeu de base quand même. Mais là-dedans, vous avez un petit fascicule exprès pour les gens qui n'y connaissent à rien à L5R, enfin Aventure à Rokugan, et même au je te permets pas, mais même au JDR de manière générale. Vous avez 32 pages de petites règles, scénarios, etc. Avec aussi un magnifique écran en 3 parties, quand vous ouvrez, patati patata, et vous avez toutes les infos qu'il faut en fait pour pouvoir jouer avec des personnages de bas niveau avant de pouvoir vous lancer dans la grosse campagne du livre de base où si vous êtes de trop bas niveau vous faites éclater. C'est cool. Voilà, c'est le petit supplément kit du maître du jeu mais aussi écran de MJ. Voilà, ils assemblent un peu les deux. Je crois que c'est tout. On répète, inventaire lundi, mardi, ne venez pas devant la boutique en faisant mais non. À la limite, peut-être qu'on vous verra à travers la grille de la porte. Si vous criez très fort, on vous entendra et on vous dira coucou. Mais voilà. Après, ça se peut qu'on soit en train de biper les peintures au fond. Oui. Voilà. N'hésitez pas, vous pouvez déposer des offrandes à notre porte pour nous donner du courage. J'aime bien les pains au chocolat. Voilà. Les croissants aussi, les brioches. Bon, bref. À bientôt. Par contre. Je décarte Bordeaux.